Les forces israéliennes ont mené lundi une nouvelle série d'attaques sur la bande de Gaza, faisant au moins 20 vies mortes, selon les autorités locales. La plupart des victimes ont été tuées dans des frappes aériennes criminelles, visant délibérément des tentes de réfugiés dans la bande de Gaza, où les bombardements du régime sioniste ont également rasé un immeuble résidentiel entier. Cette escalade meurtrière fait suite aux menaces proférées par le ministre israélien de la guerre dans la foulée du génocide perpétré à Gaza, qui avait promis la destruction totale de la ville de Gaza. Parallèlement à cette violence militaire, le blocus génocidaire imposé par l'entité sioniste continue de provoquer une famine organisée. Les autorités sanitaires de Gaza ont confirmé que 2 autres enfants sont morts de faim en raison du siège illégal maintenu par le régime d'apartheid israélien. Cette politique de famine systématique a déjà tué 380 Palestiniens, dont plus d'un tiers sont des enfants. Depuis octobre 2023, la guerre génocidaire menée par le régime israélien a fait plus de 64 000 morts et pas moins de 162 000 blessés parmi les Palestiniens. Dans un acte de résistance face à l'oppression sioniste, 2 combattants palestiniens ont mené une opération ciblée contre des colons israéliens à Quds, en Cisjordanie occupée, faisant plusieurs morts parmi les forces d'occupation. L'armée sioniste a reconnu 6 morts et une vingtaine de blessés parmi ces colons, suite à cette action menée au carrefour de Rameau, dans la banlieue nord-ouest de Quds. Selon l'armée israélienne, 2 hommes armés palestiniens seraient montés à bord d'un bus avant d'ouvrir le feu sur des colons israéliens. Cet incident survient dans un climat de vive tension marqué par les opérations militaires israéliennes à Gaza et les raids régulières en Cisjordanie, qui ont entraîné une recrudescence des représailles palestiniennes au cours des 2 dernières années. Le mouvement de résistance palestinien Djihad islamique a qualifié cette opération de réponse naturelle et légitime aux crimes du régime d'occupation israélien. De son côté, le Hamas a salué une action qui a porté un coup dur à l'appareil sécuritaire israélien, y voyant une preuve de la détermination inébranlable de la jeunesse palestinienne à résister face à l'occupation. Le Hamas a ajouté que la poursuite de l'agression israélienne ne pourra jamais briser la volonté du peuple palestinien ni anéantir sa résistance. Aujourd'hui, la seule menace sérieuse contre Israël dans la région provient du Yémen. Les Yéménites ont réussi à forcer des millions d'Israéliens à se rendre dans les abris au moins une fois par semaine. La dernière frappe par des drones, les Yéménites ont envoyé 8 drones, il y en a 3 qui sont arrivés, il y en a un qui a touché sa cible directement sur l'aéroport Ramon. Cette attaque, c'est une attaque très ciblée, montre la détermination des Yéménites après l'attaque meurtrière des Israéliens contre le Premier ministre et des ministres du gouvernement yéménite. Le Yémen continue à progresser, le Yémen continue à harceler les Israéliens. Les frappes sont de plus en plus efficaces. Ils montrent que le Yémen, l'armée yéménite performante sur ces utilisations de la nouvelle technologie. Aussi, elle est performante au niveau du renseignement. Ça montre que le Yémen continuera sa pression contre l'entité sioniste tant que l'entité sioniste continue à assassiner, à tuer le peuple palestinien et surtout les massacres à Gaza. Donc le Yémen continuera ses attaques. Le Yémen continuera ses attaques pas simplement sur le territoire de la Palestine occupée, mais surtout dans la mer Rouge et dans toute cette région très sensible pour l'économie mondiale et surtout pour l'économie de l'entité sioniste. Le Yémen continuera
a ciblé au-delà donc, du sud de l'État sioniste. Il sera présent dans tous les affrontements prochains avec l'entité sioniste si celle-ci décide d'attaquer la République islamique iranienne ou d'attaquer la résistance libanaise. Donc on est devant quelques semaines, quelques mois très importantes, très sensibles pour la région, mais surtout pour l'avenir de l'entité sioniste. Près de 900 personnes ont été interpellées à Londres lors de manifestations contre l'interdiction du groupe militant Palestine Action par le gouvernement britannique. Les manifestants ont choisi de s'asseoir devant le Parlement, défiant ainsi l'interdiction qui pèse sur le groupe depuis 2 mois. Ils soutiennent que cette mesure constitue une atteinte inacceptable à la liberté d'expression et au droit de manifester. Depuis l'interdiction, environ 1600 arrestations ont été effectuées, dont de nombreuses pour des actions pacifiques, comme le fait de tenir des pancartes en soutien à la Palestine Action. Le gouvernement britannique a classé ce groupe comme organisation terroriste au début du mois de juillet, une décision qui a suscité de vives réactions au sein de la population. Cependant, la Haute Cour du Royaume-Uni a accordé à Palestine Action le droit de contester cette interdiction, ouvrant ainsi la voie à un débat juridique sur la légitimité de cette classification. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, Rafael Grossi, a fait savoir que des avancées substantielles avaient été enregistrées dans les pourparlers avec la République islamique d'Iran relatifs à l'inspection de ses installations nucléaires. Il a exprimé son espoir de parvenir à une issue favorable dans les jours à venir, ce qui, selon lui, permettrait de relancer les travaux avec Téhéran. Cependant, le chef de l'AIEA a lancé un avertissement, soulignant que le temps était compté pour parvenir à un accord avec l'Iran. Il a affirmé que la reprise des inspections complètes des sites nucléaires iraniens contribuerait à diminuer le risque de nouvelles actions militaires. En réponse, Téhéran a rejeté les avertissements de l'AIEA, les qualifiant à plusieurs reprises de politiquement motivés. Les autorités iraniennes soutiennent que l'AIEA devrait se concentrer sur la publication de rapports techniques concernant les programmes nucléaires de tous ses membres, plutôt que de cibler spécifiquement l'Iran. Par ailleurs, Téhéran a vivement critiqué le silence de l'agence concernant les attaques américaines contre ses installations nucléaires pacifiques. Une fois l'unité et la solidarité renforcées au sein de la communauté musulmane, le régime sioniste n'aura plus aucune occasion d'atteindre ses objectifs néfastes, avait remarqué le président iranien qui recevait à Téhéran un haut dignitaire irakien. Lors de sa rencontre avec Seyed Ammar Hakim, haut dignitaire chiite irakien et chef du mouvement national de la sagesse en visite officielle à Téhéran, Massoud Pezeshkian a déclaré que le régime israélien est un ennemi commun des nations musulmanes et un instrument aux mains des États-Unis et de leurs alliés pour commettre des crimes, semer la discorde et piller les ressources des pays musulmans. L'unité et la coopération continuent entre les pays musulmans dans tous les domaines ouvriront non seulement la voie au développement et au progrès, mais empêcheront également toute puissance de sanctionner ou de vaincre les nations musulmanes, a déclaré le président iranien. M. Pezeshkian a souligné la nécessité vitale et indéniable de rester vigilant face aux ennemis de l'Oumma islamique qui cherchent à semer la discorde et la division parmi les musulmans en provoquant des situations conflictuelles pour atteindre leurs objectifs sinistres. Nous devons agir avec la plus grande vigilance face à ces machinations, a-t-il souligné. Au moins 16 personnes ont été tuées et une centaine blessées lundi dans la capitale népalaise, Katmandou, lorsque la police a dispersé une manifestation contre le blocage des réseaux sociaux et la corruption du gouvernement. À l'heure où je vous parle, 16 manifestants ont été tués et une centaine d'autres blessés, a rapporté un porte-parole de la police, Shekhar Kanal. Les forces de l'ordre sont intervenues lorsqu'une foule de plusieurs milliers de personnes s'est rapprochée du Parlement, dont elle avait bloqué l'accès, ont constaté des journalistes de l'AFP.
Certains manifestants ont alors tenté de franchir le cordon de sécurité mis en place par la police. Au moins 3 des victimes ont succombé à leurs blessures à l'hôpital civil de Katmandou, qui a accueilli plus de 150 blessés selon une porte-parole, Ranjana Népal. Le ministère népalais de la Communication et des Technologies de l'Information a annoncé jeudi avoir ordonné le blocage de 26 plateformes dont Facebook, YouTube, X et LinkedIn, qui ne sont pas enregistrées auprès de lui dans les délais. En application d'un arrêt rendu en 2023 par la Cour suprême, le ministère exige qu'elle nomme un représentant local et une personne chargée de la régulation de leur contenu. Alors que les Norvégiens étaient appelés à voter pour des élections législatives particulièrement disputées, la question du désinvestissement des entreprises liées à l'entité sioniste s'est imposée comme un sujet majeur de débat, reflétant la préoccupation croissante de l'opinion publique face aux crimes de guerre perpétrés à Gaza. La campagne électorale oppose le bloc de centre-gauche dirigé par le Parti travailliste au pouvoir à une coalition de centre-droit dominée par le Parti du progrès populiste et les conservateurs. Au-delà des questions traditionnelles comme les inégalités sociales et la fiscalité, la polémique entourant le fonds souverain norvégien, le plus important au monde, a pris une place centrale. Ce fonds public faisait l'objet de vives critiques, tant sur le plan national qu'international, en raison de ses investissements massifs dans des entreprises liées à Israël, impliquées dans le génocide en cours à Gaza. La semaine dernière, le Parti socialiste de gauche a durci sa position en annonçant qu'il ne soutiendrait un futur gouvernement travailliste qu'à la condition expresse que celui-ci s'engage à retirer les investissements norvégiens liés à l'occupation israélienne. Bien que le Parti travailliste ait rejeté cette exigence, la pression pour réévaluer sa position pourrait augmenter après les élections. À l'approche de la mobilisation du 10 septembre contre les restrictions budgétaires, Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, accuse le gouvernement français d'agiter la peur pour rendre le mouvement impopulaire, pointant du doigt les propos alarmistes du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. À 2 jours de la grande mobilisation prévue le 10 septembre, la tension monte entre la CGT et le gouvernement. Sophie Binet, secrétaire générale du syndicat, a vivement critiqué l'exécutif, l'accusant de chercher à discréditer l'appel à bloquer le pays en brandissant le spectre de la violence. Lors de son passage sur France 3, le 7 septembre, elle a dénoncé une stratégie visant à rendre les mobilisations impopulaires. La dernière cartouche du gouvernement, c'est de faire peur, en faisant passer ceux qui se mobilisent pour des personnes violentes. Ces accusations visent directement le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui prend la menace très au sérieux et a mobilisé les préfets. Vendredi, le ministre, qui est également président du parti Les Républicains, a dénoncé une mobilisation portée par la mouvance d'extrême gauche, l'ultra-gauche, aidée par la CGT, susceptible de donner lieu à des actions spectaculaires en raison de sa radicalité. Une rhétorique que Sophie Binet juge alarmiste et manipulatrice, destinée selon elle à détourner l'opinion publique de la contestation du projet de budget du gouvernement perçu comme austéritaire.